Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Julien Leclerc, journaliste, entrepreneur et auteur de Recherche désespérément salarié. C'est chez Fayard. Bonjour. Bonjour David, bonjour Merci à tous. d'être avec nous. Merci à C'est vous. l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup parler, Journal d'un salaud de patron. Vous commencez votre livre en écrivant « Je suis patron » et vous dites ensuite que ce terme est devenu grossier. C'est vraiment le cas, vraiment, c'est mal vu aujourd'hui d'être un patron. Là, on ne dit plus patron, on dit entrepreneur, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est le mot à la mode, c'est ça, hein? C'est assez rigolo. Ouais, ça fait quelques années déjà. Quand j'ai sorti Salaud de patron, j'en ai fait deux. Le premier, il y a 12 ans. On m'a reproché salaud, on m'a dit ah, c'est grossier, c'est vulgaire, et mon éditeur de l'époque avait pas mal discuté ce terme-là, auquel j'étais resté fermement accroché. Et quelques années après, c'est plus ce terme-là qui posait problème. Sauf que vous, c'est le second degré, vous. Oui, évidemment, je suis patron, mais je trouvais qu'il y avait un déficit d'image des chefs d'entreprise et j'avais envie de l'exprimer. Et finalement, quelques années plus tard, c'est pas le mot de patron qu'on m'a reproché, c'est un mot dont ne veulent plus toute une génération d'entrepreneurs. Bon, vous rappelez dans ce livre qu'il y a près de 6 millions de personnes qui cherchent un emploi quand on regarde toutes les catégories A, B, C, voilà, quand on est disponible ou pas. Bon, ça fait quasiment 6 millions de personnes. Il y aurait quoi? Alors, les chiffres varient un petit peu. 1 million d'emplois vacants. Là, on parlait d'1 million, mais la DARES, c'est plutôt sur 500 000 et quelques. Déjà, cette déconnexion entre l'offre et la demande, elle pose question. Est-ce que c'est vrai aussi que des milliers de chefs d'entreprise ne publient même plus d'offres d'emploi car ils savent finalement qu'ils ne trouveront pas? Et là, on se dit que c'est quand même du grand n'importe quoi. Ça explique les chiffres de la DARES. Ouais. La DARES compte le nombre d'emplois recherchés activement, d'employés recherchés activement par les entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une annonce. Quand vous avez 10 postes à pourvoir sur le même job et que vous avez une annonce qui ne trouve pas preneur, vous n'allez pas publier 9 à côté. C'est pour ça que la DARES passe à côté ne comptabilise pas beaucoup d'emplois à pourvoir. Il suffit d'additionner en 3 minutes les chiffres donnés par les branches et vous arrivez qu'on est même au-delà du million d'emplois. 6 millions de personnes qui n'ont pas de travail, 1 million d'emplois. Au même moment, dans le même pays. Ça dit quoi? Ça dit, vous êtes de droite, vous allez dire, il n'y a plus personne qui veut bosser dans ce pays, la valeur travail se perd, les jeunes ne veulent rien faire. Vous l'avez entendu 1000 fois, tous des feignants. Vous êtes de gauche et vous dites, les patrons ont qu'à mieux traiter les gens et ils auront du monde. Ces deux caricatures, elles existent. Il y a des patrons qui se comportent mal et des entreprises qu'il faut fuir absolument. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler dans ce pays. C'est une réalité, même si ça énerve, c'est vrai. Il y a des gens qui comptent chaque heure travailler pour savoir combien ils gagnent, ils ont droit de chômage derrière, etc. Mais au milieu, la réalité, c'est que ça questionne surtout sur la place du travail dans nos vies. Pourquoi il y a dans le même pays des gens qui cherchent du boulot et en même temps des jobs qui cherchent un gens et qui ne le trouvent pas dans 80% des métiers en France. Et je voudrais aussi donner c'est un vrai cri du cœur, c'est-à-dire que c'est un arrachement. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous vous levez le matin et vous réfléchissez comment vous allez attirer du monde. Moi j'avais un resto en l'occurrence, quelle carte, comment on va s'habiller, quelle déco, quelle offre cocktail, etc. Quel sourire, comment on accueille les gens. On va réfléchir à tout ça pour accueillir du monde. Et là, ça marche. C'est-à-dire que devant votre établissement, il y a plein de monde. Sauf que vous n'avez personne pour les servir et vous êtes obligé de dire « je suis fermé » ou ça vous aide. Alors, la restauration, c'est les horaires je veux dire de merde, mais les horaires qui sont compliqués et c'est mal payé. La restauration, on sait pourquoi les gens ont envie d'y aller. Hein. Oui, alors, je commence par la question du salaire. Il y a une vraie question, pas que sur la resto. Il y a un sujet sur les métiers qu'on a appelés utiles à un moment donné. C'est un métier d'utilité sociale, la restauration, c'est un métier extraordinaire. Et c'est un métier qui, notamment le métier de serveur par exemple, qui est assez compliqué, effectivement très mal payé. Moi, j'ai plutôt été choqué par ça. Néanmoins, il y a des marges qui sont très faibles. Donc, il y a un moyen d'agir des établissements qui est limité sur ce sujet-là. Il y a le sujet de l'argent. Est-ce que le travail aujourd'hui est suffisamment rémunéré? Est-ce que le travail permet d'accéder à un logement? Est-ce qu'on peut s'acheter un appartement aujourd'hui à Paris juste en travaillant? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis même à peu près sûr que non. Donc il y a une question de rémunération, une question de rythme. Dans la restauration, c'est beaucoup le sujet. Il y a des questions de sens, des questions d'équilibre de vie, des questions de pouvoir d'achat d'ailleurs plus que le salaire, etc. En fait, ce sujet, il est passionnant parce qu'il est au cœur de la société, il est au cœur de la vie des gens et il vient exprimer ce qu'on attend réellement de nos vies. Et ma conviction absolue, c'est qu'en fait, on peut agir. Si on est capable de se remettre en question et d'expérimenter des choses, on a des leviers d'action. Mais alors, c'est intéressant, on parle du salaire. Parfois, on a entendu que le salaire était plus une priorité pour les salariés. Moi, j'ai un doute, hein, ça reste le pouvoir d'achat. Voilà, le salaire, ça reste l'alpha et l'oméga. On a passé des décennies, il y a eu plein d'études qui ont montré que la rémunération dégringolait dans les priorités, notamment d'épanouissement et de bonheur au travail, notamment sur les jeunes générations. On a beaucoup raconté ça entre les années 2000 et 2015. Là, depuis
depuis l'inflation principalement, depuis 2022, tout dit l'inverse. Et on vit l'inverse. C'est-à-dire que le salaire est vraiment revenu. Alors il y en a qui diront qu'il n'a jamais quitté le dessus de la pile. Beaucoup disent qu'il est revenu sur le dessus de la pile et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est redevenu une priorité parce que quel que soit le salaire… Le salaire est devenu une priorité pour les salariés. Ouais, parce qu'il y a des tensions financières et quel que soit le niveau de salaire. Moi je dirige un resto avec une certaine catégorie de population, je dirige une agence de presse, les CSP n'ont rien à voir, j'ai exactement les mêmes galères en milieu de mois. Bon, et donc comment on fait encore pour motiver, qu'on soit dans la restauration ou ailleurs la restauration, il faut dire aux gens, vous travaillez le week-end, le soir. Comment on fait pour rendre le métier plus attractif? Il faut des primes, il faut des… Alors, il y a la question du salaire. Donc, comment je peux faire? Une marge moyenne en restauration, c'est 6 ou 7%. Donc, pas hyper évident, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je pense que la plupart des patrons adoreraient doubler les salaires de tous leurs salariés. Ce n'est pas possible. Donc, oui, des primes, nous, c'est ce qu'on a fait. On a mis des primes de fidélité pour les saisonniers parce qu'on s'apercevait qu'ils étaient nombreux à quitter l'établissement en cours de saison. Des primes d'intéressement sur l'évolution du chiffre d'affaires, le partage de la valeur, etc. Et puis après, sur le rythme, vous parlez beaucoup des week-ends. Si vous dites à des gens, tu vas travailler tous les week-ends, alors qu'il vient vous expliquer en entretien, moi, j'ai pas envie de travailler le week-end, vous n'avez aucune chance de l'attirer ou surtout aucune chance de le garder. Donc, c'est dire, OK, tu veux pas travailler le week-end, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est là où je fais la majorité de mon chiffre. En revanche, on va essayer de s'organiser pour que tu fasses un week-end sur 2 ou un week-end sur 3. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as envie de bosser avec des coupures ou pas? Il y a des gens qui aiment les coupures, la majorité non, mais il y en a qui les veulent, parce qu'ils habitent pas loin, ça leur permet de rentrer, voir les enfants, etc. Est-ce que tu préfères bosser le matin? Est-ce que tu préfères bosser le soir? C'est toutes ces questions-là. Nous, on a été jusqu'à mettre en place la semaine de 4 jours, qui a changé beaucoup de choses. On a agi sur les logements, on a agi sur la mobilité, on a beaucoup travaillé sur le rythme. Et en fait, on est passé d'une situation en très grande tension à une situation où on s'est retrouvé avec des listes d'attente. C'est ça que j'exprime, c'est dire, nous, c'était nos solutions. Dans d'autres activités, ça sera peut-être pas la semaine de 4 jours. Il y a les vacances illimitées, il y a plein de leviers d'action qui sont autour de nous. Si on prend la peine de les regarder… Faut-il que la boîte ait les moyens aussi de… Non, ça ne coûte pas forcément plus d'argent. En l'occurrence, en resto, ce n'était pas plus d'argent d'installer un rythme différent. C'était un peu plus pénible, c'est vrai, de faire les plannings. Parce qu'en fait, on est arrivé sur des horaires à la carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sortait un planning, au lieu de dire voilà le planning, il s'impose à tous, c'est de dire ok, pendant 2 jours après, tu multiplies les entretiens, ah ouais, ça te va pas. Le samedi, tu peux pas parce que tu as l'anniversaire de ta cousine issue de Germaine. Ok, alors attends, je vais te remplacer. C'est accepter ça. C'est un peu pénible, mais c'est faisable et ça coûte pas d'argent. Et surtout, c'est casse-tête, mais c'est… Et puis, il faut pas minimiser le coût que représentent les gens qui partent. Un turnover trop important, ça coûte un blé monstrueux. Ou quand vous devez fermer en pleine saison, moi mon bar était à Lectoure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a vraiment du monde. Quand vous êtes en pleine saison et que vous êtes obligé de fermer 2 jours par semaine, le manque à gagner il est énorme. Après, est-ce que c'est vrai ou pas que les attentes ont changé? On a dit que finalement le salaire restait, la rémunération restait prioritaire et on le comprend très bien pour les employés et les salariés. Après, on nous dit aussi meilleur équilibre entre vie pro, vie perso, le sens au travail, plus de liberté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, si c'est vrai, les patrons, les entrepreneurs le comprennent? C'est une question. Alors, est-ce que ça a changé? Oui, ça change. Le Covid, le télétravail notamment, en tout cas en restauration, on était un peu moins impacté par le télétravail, a été un gros accélérateur de beaucoup de sujets. Néanmoins, j'ai été hyper frappé par le fait que j'ai trouvé des articles qui seraient très modernes aujourd'hui sur la place du travail dans nos vies dans les années 70. Donc la question du sens qu'on pense avoir inventé il y a 20 ans, elle était présente il y a 50 ou 60 ans déjà. En revanche, on ne peut pas dire que ça n'évolue pas. Oui, on cherche un équilibre très différent, vie privée, vie pro. Est-ce que les entrepreneurs l'entendent? Il faut qu'ils aient envie de l'entendre. Il y a des moments où, même moi, je ne donne pas de leçons. Il y a des fois, ça me gonfle. Ça a été très loin. La considération, la place de la vie privée dans le quotidien, elle est très, très importante. Il y a des fois où ça m'agace. Et en même temps, je n'ai pas le choix. C'est ça, quoi qu'on en pense, il faut être pragmatique, c'est là. Donc, je vais chercher des solutions. Et je pense qu'on peut l'entendre parce que même nous, moi, j'ai pas envie de bosser. J'ai plus envie de bosser 150 heures par semaine. J'ai plus envie. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie privée. Je pense que ça peut me pousser à écouter quand même. Ouais. Donc il faut tout accepter pour retenir ses salariés? Non, parce qu'on est les garants de l'intérêt collectif ou en tout cas de l'intérêt individuel de l'entreprise. Il faut être juste. C'est pas facile, mais tout accepter, c'est pas être juste. Je vous donne un exemple un peu rigolo que je cite dans le livre. J'ai une salariée qui vient me voir après 12 ans de collaboration chez moi, qui me dit « Julien, j'adore bosser avec toi, tout se passe bien, etc. » Donc, oula, j'ai un truc à te demander. Vas-y, accouche. Et en fait, elle me dit, je ne veux plus travailler entre 15h et 17h. Je dis, ah bon, c'est tout, mais pas de problème. Je dis, quand? Elle me dit, mais tous les jours.
Ah non, c'est pas possible, tu peux pas tous les jours, tu es chef de projet, tu veux passer à mi-temps? Non, à temps plein, mais je rattraperai plus tard le soir. Je dis, mais tu peux pas, 15h, 17h. On ne peut pas expliquer ça au client. Et donc elle s'énerve, ça monte, et à la fin, je lui dis, mais t'as un problème? Non. Tes enfants ont un problème? Non. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah justement, mes enfants, ils sont à l'école. C'est le seul moment où je peux voir mon amant. C'est-à-dire que la vie privée, elle est partout. Je ne peux pas répondre juste oui à ce moment-là. J'ai répondu tous les jours. C'est la seule réponse qui m'est venue, c'est vraiment tous les jours. Mais on est bousculé. Un bon équilibre, la vie pro, vie perso. Voilà, mais justement, nous aussi, on doit maintenir un peu l'équilibre quand même. C'est dire, ok, j'entends ton besoin, je ne le juge pas, mais comment l'entreprise s'y retrouve là-dedans? Donc, ce n'est pas dire oui à tout, c'est de trouver un équilibre. Mais à l'inverse, dire non à tout par principe en disant non parce que c'est le boulot, c'est comme ça, les boîtes vont crever. Le CDI, est-ce qu'il fait toujours autant rêver? Je fais partie de ces gens, on a été élevés effectivement. Oui, c'est vrai. Le CDI, c'est le Graal, le sésame, ce qui est toujours vrai d'ailleurs pour avoir un crédit immobilier, etc. C'est l'accès à tout. Si vous voulez emprunter pour avoir une voiture, une maison, il faut un CDI, ça reste vrai. Le système n'a pas évolué à ce niveau-là. Est-ce qu'il fait rêver? Non, parce qu'il fait peur aussi. Il y a un refus de plus en plus fréquent, et là on le voit dans énormément de catégories de population et de métiers. Pas seulement les jeunes. Pas seulement les jeunes, oui, c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur les jeunes. On dit que ce sont les jeunes qui bousculent, etc. Moi, je suis désolé, je suis peut-être encore plus bousculé par des gens qui ont 50 piges et qui ont 15 ans de boîte et qui aujourd'hui disent « moi, je veux travailler différemment. Quel chemin tu me proposes? Ça fait 15 ans que je suis chez toi. Qu'est-ce que tu me proposes demain? Quelle évolution tu me proposes ?» C'est pas plus facile de gérer quelqu'un qui a 15 ans de boîte qu'un jeune. Est-ce que le CDI fait rêver? Il fait peur parce qu'il y a une aspiration très forte, et ça, je crois que les entrepreneurs peuvent l'entendre, et une aspiration très forte à la liberté. Je veux pouvoir m'organiser. Liberté de s'organiser. S'organiser sa vie, de changer. Moi, j'ai vraiment eu, dans toutes mes boîtes, j'ai de plus en plus de refus de CDI avec des gens qui veulent rester en freelance, même s'ils savent qu'il y a une précarité qui va avec. Julien Leclerc, quand François Bayrou a pu affirmer que les Français, que nous, on ne travaillait pas assez, c'est une caricature ou pas? Est-ce que c'est la réalité, c'est la vérité? Quand on se compare par rapport à nos voisins européens, alors je sais qu'il faut distinguer ceux qui sont à temps plein, à temps partiel, mais est-ce qu'on peut dire voilà, que les Français, au global, ne travaillent pas assez, ou il faut être plus fait en disant mais au global, à l'aune d'une vie, finalement, c'est qu'on rentre tard en France au marché du travail, on en part plus tôt. Mais je pense que quand on est entre 25 et 55 ans, on turbine à fond en France. En fait, alors déjà, il n'y a pas de place pour les précisions quand on veut faire des formules choc et qu'on est Premier ministre. Sur le fond, il a raison. Sur le fond, factuellement, on arrive tard sur le marché du travail. Il y a un gros problème de chômage des jeunes aussi, où la France doit vraiment s'interroger. Les jeunes et les seniors. Et il y a un vrai problème de chômage de ce qu'on appelle les seniors. Entre les deux, entre 25 et 55 ans, je pense vraiment qu'en France, il n'y a pas de... Oui, on bosse. On est productif, on bosse. Mais il a raison de dire il faut qu'on travaille absolument sur... On est beaucoup trop longtemps trop jeunes. Vous avez plein de stagiaires de seconde qui vont l'entendre. On va leur demander 10 ans d'expérience à 23 ans. C'est juste pas possible. Là-dessus, il va falloir qu'on se... Ils sont en studio, les jeunes, ils nous regardent là. Stagiaires de seconde, en ce moment, il y en a dans toutes les boîtes de France. Et puis, vous êtes très vite trop vieux. Moi, je suis encore bankable, mais j'ai quelques années à faire, quoi. Sur le fond, il a raison. Ce qui m'a beaucoup agacé dans cette prise de position, c'est qu'aller dans les médias et dire « Ok, il n'y a plus un rond. Il va falloir faire des économies. On va perdre des droits. Et vous ne travaillez pas assez, les gars. Allez, bonne journée. » Je suis désolé. Dire qu'il faut faire des économies quand on perd plus d'argent qu'on en gagne, n'importe quel enfant de 8 ans est capable de le dire. En revanche, moi, ce que j'attends derrière, une fois qu'il a exprimé ça, c'est quel projet? Ok, qu'est-ce que je fais? Par exemple, les retraites, c'est symbolique. Au lieu de s'engueuler sur 62, 64, 67 ans, et en fonction de nos affinités politiques, on va avoir une conviction très forte sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens après 55 ans qui, de toute façon, ont 2 fois plus de chances d'être au chômage que les autres. On a du mal à leur trouver une place dans l'entreprise. Donc peut-être s'interroger sociétalement sur la place des uns et des autres. Ça serait un bon début. Et moi, j'attends des personnalités politiques, et notamment de François Bayrou qui est en responsabilité, un projet sociétal, et notamment qui s'articule autour de l'entreprise. Il faut rappeler que le travail, quand même, supporte encore aujourd'hui une grande partie du budget de la France. Donc quand on dit qu'il y a un problème sur le budget de la France, il faut peut-être s'interroger sur le travail en premier. Parmi les réformes qui font gagner de l'argent au compte public acceptées par les Français, il y a la réforme de l'assurance chômage. Il y a cette idée, est-ce que c'est vrai ou pas, que certains chômeurs gagnent plus en restant chez eux qu'en acceptant un poste mal payé ou qu'ils n'ont pas envie de faire? Est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'ils refusent un boulot qui ne leur plaît pas? Est-ce qu'il faut travailler à tout prix? Alors, est-ce qu'il faut le comprendre? D'abord, c'est une réalité. Je l'ai vécu. Qu'est-ce qu'une réalité? Il y a un différentiel trop faible, ça énerve la gauche, mais c'est une réalité. Il y a un différentiel trop faible entre le travail et le chômage pour un certain nombre de gens. Donc on peut entendre financièrement, il y a des gens qui perdent de l'argent dans le travail. Moi, j'ai eu l'exemple dans mon bar sur des extras. J'ai pris un extra, un chef le week-end. Il vient, moi je faisais pas de blague du tout dans mon établissement, donc je lui dis voilà, je te déclare. Bon, d'accord. La semaine d'après, je le rappelle, il me dit écoute, je te montre.
Il me dit, moi j'ai perdu 150 balles en venant travailler chez toi. Donc en fait, Julien, si tu ne me prends pas au black, je ne viendrai pas. Ça s'entend. Le mec, il est en tension financière, il ne gagne pas des salaires mirobolants et il perd de l'argent en venant travailler. Après, est-ce qu'on peut l'entendre ? Ça dépend de ce qu'on a en soi. Moi, je pense que ce n'est pas à la société de supporter mon quotidien et que tant pis, même si je perds des sous, il faut que je travaille. Mais financièrement, il faut vraiment s'interroger sur la rémunération du travail aujourd'hui. Il faut que ça se fasse sans stigmatiser les chômeurs. C'est-à-dire qu'on va très vite dans la caricature en disant si on fait ça, c'est parce que tous les chômeurs sont des feignants, ce qui est une hérésie absolue. La plupart des chômeurs cherchent vraiment un job. Mais en revanche, quand vous êtes chez vous et vous gagnez 1500 et demain on vous propose un job et vous gagnez 1600, vous savez qu'il faut une voiture, vous savez que... N'importe qui réfléchit à deux fois. Hein. Mais bien sûr, c'est humain, c'est normal. Donc il faut qu'on s'interroge. Alors si on agit que par la baisse en disant on va moins rémunérer le chômage, ok. De l'autre côté, comment on fait pour augmenter les salaires ? Il y a une vraie réflexion sociétale à avoir. Moi, j'ai pas la solution. Comment on fait pour augmenter les salaires dans ce pays, puisqu'on sait bien qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Et en même temps, le MEDEF nous dit, mais non, attention à la compétitivité des entreprises, elles n'ont pas les moyens, notamment on pense aux PME, aux petites boîtes, qui ne sont pas les boîtes du CAC 40. Et qui créent 80% des emplois aujourd'hui en France. Il faut le rappeler quand même, c'est la majorité des tissus économiques français, c'est des petites boîtes, et ce sont surtout ces petites boîtes qui embauchent les gens. Comment on fait ? Je suis désolé, je vais être très caricatural, je reste un chef d'entreprise. Le coût du travail est trop important. Il y a plus d'une trentaine de prélèvements sur la fiche de paye. Au niveau du SMIC ? Pas au niveau du SMIC, parce qu'il y en a un peu moins, mais alors c'est pareil, indexer, j'entends la logique, mais indexer les charges sociales à partir du SMIC, ça tire quand même les salaires vers le bas. Ça veut dire que moins vous gagnez, moins vous payez de charges. C'est quand même à réfléchir, le truc. C'est un peu pareil que les seuils. Attention, si tu es à 50 salariés, tu as beaucoup plus d'emmerdes. Parce que ça, c'est une réalité. Hein. Moi, je les ai passés il y a 2 ans, les seuils, c'est une réalité. Tu passes 50 salariés, tu as beaucoup plus d'emmerdes et ça te coûte beaucoup d'argent. Je reste à 49. Quand même, on encourage à rester petit. C'est un vieux problème en France qu'on a toujours pas. Mais bien sûr, et puis c'est philosophique, et puis c'est comme ça, on aime bien tout ce qui est petit. Je pense qu'il y a quand même une vraie réflexion sur le coût du travail. En tout cas, moi, j'appellerais à la multiplication des dispositifs qui permettraient d'améliorer le pouvoir d'achat. Si on ne peut pas les salaires, on va continuer à faire ce qu'on peut. Et je pense, je le redis, que la plupart des chefs d'entreprise adoreraient doubler les salaires dans leur boîte. C'est juste que ce n'est pas une réalité possible. L'entreprise ne peut pas se le permettre. Il ne s'agit pas du portefeuille du patron, mais bien de celui de l'entreprise. En revanche, moi, je sais pas, j'ai voulu livrer des paniers de fruits et légumes bio toutes les semaines dans ma boîte, par exemple, en me disant, je vais agir, vous savez, un peu dans le panier anti-inflation du gouvernement. Ouais. On va faire pareil. Je vais acheter groupé des rouleaux de papier toilette, de l'huile d'olive et du beurre et des pâtes. Et ne pas donner l'argent directement aux salariés pour qu'ils aillent. Parce que je vais payer des charges dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'agir qui permettent d'aider les salariés sur leur pouvoir d'achat sans que l'État prenne 20, 30, 40, 50%? Parce que souvent, c'est plutôt ça. Moi, j'appelle à ça. Et aujourd'hui, il y a très peu de dispositifs. Il y a les tickets resto. Vous allez directement avec le salarié. Il y a les chèques cadeaux à la fin de l'année. Et je ne sais pas si vous le savez, vous avez le droit de faire un cadeau aux Catherinettes. Donc les femmes célibataires dans votre boîte, vous pouvez leur faire un cadeau le 25 novembre. Les hommes, c'est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Vous pouvez leur faire un cadeau exonéré de charges. Voilà les 3 dispositifs. C'est hyper ringard quand même, mais c'est encore dans le code. Laurie dans l'oreillette qui me rappelle le 25 novembre. Merci Laurie. C'est la productrice, mais c'est noté. Très bien. Et je remercie au passage d'ailleurs pour son accueil. Bon, au final, on se dit quoi alors? Recherche désespérément salariés. Le message, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter avec aussi les idées reçues que les patrons sont des salauds et les chômeurs sont des feignants? Ouais, clairement, comme dans tout sujet, on a tendance à être très binaire dans notre façon de voir les choses. Donc, il ne s'agit pas de dire que les chômeurs font rien et que les patrons sont tous des enfoirés. C'est de dire, il y a un problème, quoi qu'on en pense, de toute façon, il faut agir dessus. Si je ne me remets pas en question, ma boîte, elle aura personne. Et c'est vrai, on a parlé de la resto, mais l'industrie du jeu vidéo est très en tension, le développement Internet, il n'y a pas de comptable en France. Jeux vidéo, on ne va pas nous dire que ça n'attire pas les jeunes. C'est en très grande tension parce qu'ils font bosser les gens 80-90 heures par semaine. Les jeunes n'ont plus envie, donc ils s'en vont. Donc il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont autres métiers, c'est intéressant, on aurait dû en parler, pardon, j'ai oublié les autres métiers, secteurs en tension, qui attirent effectivement comme les jeux vidéo, on doit se dire a priori ça devrait se bousculer. Service à la personne, l'hôtellerie, restauration, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, évidemment. Mais les banquiers, la compta, les comptables, la comptabilité, pourtant il y en a besoin partout. C'est derrière un ordi, etc. Les comptables, c'est un métier très en tension depuis très longtemps. Les juristes, ils ont du mal à recruter. Les banquiers, ils recrutent, mais ils n'arrivent pas à garder. Le jeu vidéo, donc il y a eu un gros sujet, il y a eu la première grève de cette industrie en janvier. Il y a une remise en question générale à avoir, que je trouve assez passionnante, parce qu'en même temps, elle nous oblige à réfléchir à comment je rends le travail
plus épanouissant et plus joyeux, et peut-être plus sexy, effectivement, plus désirable. Voilà, c'est parfois un peu pénible, mais moi je suis persuadé qu'il y a des moyens d'agir et que même nous, chefs d'entreprise, si on y arrive, on est plus heureux derrière. Allez, merci beaucoup. Merci Entretien avec Julien Leclerc, donc pour Recherche désespérément salariés, c'est chez Fayard, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.